إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Salam alaikum, bienvenue sur la voie du changement positif, Inch'Allah. Salam alaikum, messieurs Kamal Cheket, Rabah Kchad et Sherif Driss. Ce soir, nous aborderons deux thèmes, dont un qui revient assez régulièrement sur notre plateau, et pour cause. Tout d'abord, une petite introspection avec cette question. Y a-t-il une crise des valeurs religieuses et sociales dans notre pays en face à des mutations structurales? Et ensuite, on s'intéressera à l'écologie, à la protection de l'environnement, qui vient à la rescousse de nos villages, en Kabylie particulièrement, avec deux exemples, celui de l'Association pour la promotion de l'agriculture des montagnes et l'exemple aussi du comité de village Tadukli, Azmoromriem, de la commune de Tirmitine, qui a eu le prix du village le plus propre. Mais tout de suite, commençons par souligner que depuis que nous nous interrogeons sur notre histoire, notre identité religieuse notamment, nous semblons faire face à de nouveaux défis. Nous sommes interpellés à prendre conscience de ce qui se passe dans notre société, des mutations structurales qui s'y déroulent et qui n'ont pas été forcément réfléchies. Ce qui crée souvent les débats, mais aussi la polémique et les querelles. Que sommes-nous et qui sommes-nous? Comment gérer l'idée que nous avons de la société présente, actuelle et de la société future, avec notre héritage anthropologique. Cela dans un contexte qui est marqué par la globalisation et les tentatives de réorientation par l'information, désinformation d'une société en pleine construction et recherche d'elle-même. Avec vous d'abord, professeur Rabah Kchad, est-ce qu'il y a aujourd'hui une crise des valeurs dans notre pays? D'accord. D'abord, merci d'abord pour l'invitation. Bon, on doit définir d'abord c'est quoi une crise. D'accord, une crise de valeur. Quelle valeur? Quelle valeur, effectivement. Bon, en sociologie, on appelle ça l'anomie. L'anomie, c'est l'appel de repère. Donc, généralement, dans un contexte de crise, il y a ce qu'on appelle une situation anomique, c'est la perte de valeur, ou bien il y a la perte de repère. Oui, actuellement, certains indices démontrent qu'il y a vraiment une crise de valeur dans certaines. On prend un exemple, par exemple, le voisinage, la confiance, par exemple, une valeur fondamentale qui a toujours existé. Actuellement, il y a une problématique dans, par exemple, la confiance dans le voisinage due à plusieurs facteurs, dont par exemple l'urbanisation actuellement, le type d'urbanisation. Bon, il y a dans les différents secteurs. Là, on voit par exemple qu'effectivement, il y a une crise qui touche la société et tout le monde, chacun la vit à sa manière, bien évidemment. Par exemple, les relations entre les générations. Ça aussi, par exemple, dans la société traditionnelle, bon, notre société, il y a le respect, par exemple, dans la famille, le plus petit par rapport à l'aîné, etc. Donc, il y a par exemple cette hiérarchisation sociale. Maintenant, on voit qu'il y a une autre façon de penser, parce qu'il y a aussi une nouvelle génération, il y a un autre monde, il y a un autre contexte. Donc il y a des facteurs économiques, des facteurs sociologiques, des facteurs socioculturels et des facteurs démographiques, par exemple, le nouvellement de génération. Et bien évidemment, il y a aussi l'ouverture sur le monde, la mondialisation, tout ça. Donc, si vous voulez, une autre façon de vivre et de penser qui fait que les valeurs traditionnelles actuellement sont à l'épreuve de ce changement qui est très profond. Puisque Quand vous dites les valeurs traditionnelles, quelles valeurs traditionnelles? Les valeurs, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, les coutumes. Les coutumes, oui, les traditions. Bon, certaines valeurs résistent à ce changement parce que il y a, si vous voulez, un changement profond dans la société.
Oui, les traditions, les coutumes, parce que aussi il y a une forte urbanisation. Là aussi, il doit signer ça. Hein. Si vous faites uniquement comparaison de recensement. C'est normal que les coutumes et les us changent. Il y a qui résistent. Ça ne veut pas dire qu'il y a une crise des valeurs lorsqu'il Non, y a... crise de valeurs dans le sens, dans la façon de vivre ces valeurs. Donc, on ne parle pas c'est-à-dire dans les traditions, mais les valeurs, je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, par exemple, actuellement, la confiance. Actuellement, elle n'est pas comme elle était dans notre société, par exemple, simple, traditionnelle. Actuellement, j'ai pris le cas, par exemple, dans les rapports, dans le commerce, dans la pratique commerciale, etc. Donc, pour moi, il y a vraiment une crise de valeurs dans le politique, dans différents domaines. Pour de nombreuses personnes, M. Driss, cette question de crise des valeurs a un rapport avec la modernité, qui reste quand même un concept assez vaste qui peut évoquer aussi bien le politique, le social, le religieux ou l'esthétique. Merci, salam alaikum. En fait, quand on parle de valeurs, c'est-à-dire que, comment définit-on les valeurs? On dit que les valeurs, c'est ce qu'un groupe, dans une société organisée, comme un groupement humain, se représente. Le bien, ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est juste. Et partant de cette hypothèse, cette définition, on se pose la question, comment définit-on ce qui est bon, ce qui est juste? Quand on dit les valeurs comme la justice, comme la tolérance, l'entraide, et voire même certaines choses que dans certaines sociétés qui sont considérées comme des valeurs et d'autres qui ne le sont pas. Absolument. Il y a cet aspect. Y compris les valeurs que vous venez de citer. Tout à fait. Deuxième aspect de la chose, quand on parle de valeurs, on parle d'une question de leur universalité et de l'intemporalité. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui étaient valables, qui étaient considérées comme telles dans un moment T, pour ce qui est de l'Algérie avant la colonisation, Absolument. pendant et après la colonisation. Et deuxième élément de la chose, c'est qu'il y a des valeurs qui pourraient être pour une société sont considérées comme telles, pour d'autres, elles ne sont pas considérées. Par rapport à ce qui nous amène au troisième aspect de la chose, par rapport à ce que vous avez évoqué comme la modernité. Généralement, quand on parle de la modernité, c'est qu'on D'ailleurs, parle... le professeur Kchad a évoqué cette question d'opposition entre la société traditionnelle et, disons, la société présente. En fait, c'est-à-dire quand on parle de la crise de valeurs, c'est-à-dire est-ce que la modernité est-elle un danger pour les valeurs? La modernité est-elle susceptible de remettre en cause un certain socle de valeurs? Qu'est-ce que la modernité d'abord? Parce Tout à fait. C'est important de définir ce que c'est qu'est-ce que la modernité? C'est-à-dire la modernité par rapport à une situation où les solidarités primaires sont plus prégnantes vers une modernité. À savoir, quand on parle modernité, cela renvoie à une question, ce qu'on appelle l'organisation d'une société selon des normes, selon des règles et selon la loi, quand on parle de la modernité. Un État moderne se définit de différents paramètres, soit par rapport à sa façon de s'organiser selon des réformes. Par exemple, il y a un État de droit, c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire où les rapports sociaux sont codifiés, ou d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, d'un point de vue commercial, il y a tout un canon d'un passage d'un État à un autre. Mais ce qui est très important quand on parle de modernité, on fait toujours opposition à ce qu'on appelle une société où les solidarités primaires sont très prégnantes. Cette ligne de démarcation que certains ont tendance à imposer en disant que certaines sociétés vivent dans une situation de pré-modernité. Pour la simple et bonne raison, parce que le moyen d'arbitrage des contradictions se fait de manière violente. D'autres sociétés sont dans la modernité, voire même dans la post-modernité, parce qu'elles sont parvenues à faire en sorte que les contradictions, l'arbitrage se fait de façon pacifique et que leur socle de valeurs, c'est des socles universels. C'est une interprétation que je dirais qui est relative, voilà, qui est un petit peu biaisée. La question de l'universalité elle-même est relative. Mais peut-être que ces sociétés-là se sont mises d'accord sur cette conception de la modernité. Ces personnes-là qui arrivent à trouver un consensus sans avoir à faire un choc, à la violence ou à toute autre forme, disons, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un problème qui se pose. Peut-être mes collègues me conforteront, peut-être m'apporteront la contradiction, c'est qu'il y a toujours cette ambiguïté entre modernisation et modernité. C'est-à-dire qu'on prend pour modernité ce qui est modernisation. Et la modernisation, ce n'est pas la modernité. Le fait de posséder une voiture de dernière marque, le fait d'habiter, le fait dans une grande maison, le fait d'utiliser une nouvelle technologie, cela fait-il de nous des gens modernes.
ou n'est-ce pas plutôt, in fine, que de la modernisation. D'accord. Déjà, même le concept de modernité, c'est un concept à géométrie variable, c'est-à-dire qu'il n'est pas interprété de la même manière, il n'est pas défini de la même manière. Il est né en Europe, c'est le concept de Dans modernité. une temporalité bien donnée. Bien donnée. Et il est né, disons, après l'époque des Lumières, pendant cette période-là. C'est-à-dire, quand on parle de modernité, on fait généralement la référence à la période qui est venue après la guerre des religions, les 30 dernières guerres de religion, l'apparition de ce qu'on appelle de l'État-nation, la révolution industrielle. Mais l'un des travers quand on parle de la modernité, c'est-à-dire que c'est un concept européocentriste, avec ses référents, avec ses éléments, c'est-à-dire conceptuels, avec ses éléments linguistiques, mais qu'on a essayé d'extrapoler et d'exporter vers d'autres. D'exporter, d'imposer. Tout à fait, d'autres réalités socio-historiques et qui, malheureusement pour certains, c'est-à-dire qu'ils ne cadrent pas. C'est la raison pour laquelle on a eu des fois des difficultés à définir ce qui est moderne et ce qui ne l'est pas. Ce qui ressort de la modernité et ce qui ne ressort pas. Ce qui est de la modernisation et ce qui est de la modernité. Parce que l'un des travers qui se pose actuellement, et cela ce n'est pas uniquement le propre de l'Algérie, mais au niveau mondial, c'est de dire qu'il y a des sociétés dont les rapports, la représentation du bien et du mal, ou de ce qui est juste, s'appuie ou si vous voulez, s'abreuve de certains référents historiques, civilisationnels, et qui est considéré par d'autres comme ne faisant pas de la n'appartenant pas à la modernité. Donc l'interprétation qui est, en fait, c'est-à-dire qu'en vérité, on est dans l'ordre des représentations sociales. Ce qui est représenté par certains comme étant de la modernité ne l'est pas forcément par d'autres. Et ce qui est actuellement la crise du monde moderne. Oui. Quand on parle de crise de valeurs, ce n'est pas uniquement le propre des sociétés arabo-musulmanes, même les sociétés européennes, qu'ils soient laïques ou de référence séculière où la religion a voix au chapitre, c'est-à-dire que cette crise de modernité, cette crise de valeurs se pose avec acuité. Absolument. Et puis, d'ailleurs, j'ai posé cette question-là, cette problématique-là au niveau de notre page Facebook. Et il y a eu de nombreuses réponses, dont celle du docteur Yazid Hamzaoui, qui a souligné qu'il s'agit, en fait, en parlant justement de cette question-là, d'une vision philosophique de la modernité, philosophique, libérale, pragmatique, freudienne, athéiste, dont l'objectif est de défaire les sociétés de leurs valeurs religieuses, de ce qui est sacré et de l'idée de l'existence de Dieu. Alors, est-ce que... Il n'a pas tout à fait tort dans la mesure où, d'un point de vue purement étymologique, modus et modernus, parce qu'on ne peut pas étudier le modernus sans modus. Il n'y a pas de modernité sans mode. Ça consiste à courir derrière ce qui est nouveau, mais dès lors où vous l'avez, ce nouveau, il devient vieux, vous allez devoir vous en défaire pour passer à autre chose. Donc c'est une course éternelle. Mais l'usage qui est fait du terme à l'heure actuelle n'est pas forcément celui-là. Là, nous sommes peut-être dans certaines visées idéologiques de la modernité telle que conçue dans un esprit européocentriste qui vise à imposer une hégémonie culturelle, idéologique sur le monde entier. Sauf que là, nous, quand nous parlons des valeurs, déjà, dans le domaine religieux, en termes de fondement même du droit, nous avons la coutume en elle-même qui est prise en considération selon l'espace et selon le temps, parce qu'il y a cette hiérarchie des valeurs qui diffère d'une société à une autre. Ce qui pourrait être dangereux, c'est le fait, c'est ce qu'on appelle, certains, je pense que c'est David Fletcher normalement, ce qu'il appelait l'éthique de situation. À un moment donné, quand il y a des déviations au niveau social, la convention sociale fait que telle chose devient une norme. Ça devient une valeur à respecter, on fait table rase du reste. Et c'est, quand on lit le Coran, c'est le problème dans lequel est tombé le peuple de Lot. Le fait de se purifier est devenu un crime dans cette société. Donc maintenant, quelle est l'aptitude des musulmans du XXIe siècle? Quelle est leur capacité à faire le bon tri, à faire le bon choix? C'est ça qui pose problème.
Mais le reste, on peut... Le bon choix entre quoi et quoi? Entre ce qui est vraiment, ce qui peut faire office de valeur, de ce qui ne le fait pas. Parce que les mutations que connaissent les sociétés, elles font partie de ce que nous appelons en arabe Sunan al-Kawniya, c'est les Mais quand lois vous dites, immuables vous de avez Dieu. évoqué la question de la convention sociale, c'est-à-dire que nous avons une population, des individus qui sont d'accord sur quelque chose. Qui peuvent se Aujourd'hui, mettre- lorsqu'on écoute les discours, on a cette impression plutôt qu'on n'est pas d'accord. On n'a pas eu à faire cette convention sociale-là, sur laquelle on sera d'accord et qui nous empêchera de tomber dans la Bien violence sûr, dont parlait. Bien sûr, on ne peut qu'avoir. Chef Heureusement qu'il y a ce sentiment général, parce que autrement, il n'y aurait plus de société dite musulmane ou algérienne proprement dit. Parce que Je parle d'après 62. Hein, oui, parce que je vous suppose avez... que le problème ne se posait pas avant. Nous avons le problème, oui, l'indépendance. parce qu'il y a des querelles idéologiques que nous allons retrouver au niveau de l'éducation, au niveau des mosquées, au niveau des familles, il y a tout ça. Il y a une guerre pratiquement qui est faite qui a ses acteurs, ses protagonistes, et qui ont des intérêts derrière. C'est ce qui fait qu'au niveau du dialogue social, il y a cette mésentente ou cette discorde. Mais pour peu que l'on sache étudier les choses, c'est pour cela que dans un débat social, je l'ai toujours dit, nous n'avons peut-être pas la culture du dialogue, nous n'avons pas la culture de l'écoute. Pire que ça, nous n'avons pas l'esprit collégial. Ce que je vois à mon niveau. Pour peu qu'il y ait un problème d'ordre social, on fait appel à un imam ou à un religieux, entre guillemets, pour dire si c'est halal ou haram. Alors que les choses on ne discute pas des problèmes de fond de cette manière. Même quand on étudie la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 4 califes après lui, ils ne discutaient pas des problèmes qui se posaient de cette manière. C'est comment trouver une solution, comment faire pour que cette solution ou pour que la chose sur laquelle nous allons nous entendre soit en conformité avec nos préceptes religieux. Comment? C'est la collégialité. C'est par exemple quand j'ai un problème d'ordre social, je fais appel à des gens dont les spécialités pourraient intervenir dans le champ de réflexion qui s'impose à moi. Mais justement, ça c'est une question très importante parce que tout le souci est là, c'est comment faire en sorte que notre société tombe d'accord sur ces valeurs-là, notamment ce qui est immuable, de ce qui est, disons, modifiable, changeable. Ponctuel. Ouais. Absolument. Monsieur Ekchad. Non, ça c'est plutôt à vous de répondre. Eh ben oui, c'est vous le sociologue. Je n'ai pas de réponse, malheureusement. Non, déjà, c'est-à-dire, bon, cette question a été déjà posée par les premiers sociologues, dans Émile Durkheim, lorsqu'il a évoqué la solidarité mécanique dans les sociétés traditionnelles et la solidarité organique dans les sociétés, c'est-à-dire, modernes, disons modernes, entre guillemets. C'est des thèmes qui ont été posés et reposés, mais ils ne peuvent pas se poser de la même façon pour nous. Nous avons besoin d'avoir notre propre Durkheim qui prenne en compte notamment la question de la religion. Oui, nous avons besoin de penseurs qui prennent en compte nos spécificités. Oui. C'est vrai que nous ne pouvons pas importer des solutions comme ça, toutes faites, de cultures totalement différentes. La science, elle a ses références théoriques. Là, oui. On peut pas. La sociologie est une science comme toute autre science. Donc, il y a des auteurs qui ont essayé d'expliquer ces questions-là. Bien évidemment, c'est quoi une valeur? Bon, la question a été posée, mais qu'est-ce qui donne un sens à une valeur? Oui. C'est ça la question principale. Est-ce que c'est le fait que cette valeur existe comme ça, ou bien c'est de vivre la valeur, parce que c'est un idéal type en quelque sorte. C'est-à-dire une valeur. Bon, là aussi, nous avons beaucoup d'expérience. C'est-à-dire là, il y a le facteur économique qui intervient, nous avons des facteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus urbanistiques, démographiques qui interviennent pour que certaines valeurs... Il y a les valeurs d'émancipation de la femme, de l'éducation, l'instruction des filles. Nous avons des expériences dans le monde où un pays, comme par exemple la société japonaise, où un spécialiste a dit ce pays a épousé son présent, sont divorcés de son passé. Effectivement, voilà une expérience, par exemple, où il a gardé ses valeurs, tout le système de valeurs. Il a bien évidemment, au contraire, c'est-à-dire il a essayé de faire tout un mariage
intelligent entre les valeurs, les valeurs du Meiji, etc., dans le projet économique et dans le domaine que je maîtrise bien, le management par exemple, le travail, l'esprit d'équipe, M. Kamal l'a bien évoqué. Là, jusqu'à maintenant, ce système de valeurs, il apporte un plus dans tout le projet économique et particulièrement dans l'entreprise. Par exemple, le défi, la solidarité, le sacrifice, bon, sont des valeurs très anciennes dans ce pays. Donc, il a démontré que le système de valeurs traditionnel, si intelligemment c'est-à-dire on l'investit, on l'utilise dans un projet économique, par exemple, culturel, comme notre religion. Il y a beaucoup de valeurs qui se croisent avec les valeurs, sont des valeurs universelles. Effectivement, c'est-à-dire il y a des valeurs universelles. Là, ça pourrait donner un plus. Donc, lorsqu'on laisse une valeur, c'est-à-dire elle n'est pas, si vous voulez, elle n'est pas intégrée dans un projet éducatif, économique, tout ce que vous voulez, ben avec le temps, elle pourrait laisser place à d'autres valeurs qui pourraient peut-être ne s'adaptent pas ou bien ne constituent pas une valeur qui est de l'historique ou bien l'histoire de la société. On prend par exemple la valeur la solidarité. Par exemple, la Tuisa, voilà un exemple où la valeur, la solidarité, qui est une valeur merveilleuse. Est-ce que cette valeur existe actuellement ou non? Bon, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cette question. Déjà, même si on traitait de la question de la solidarité, on pourra la traiter sur deux angles. Le côté universel et puis le côté religieux. Parce que laquelle garder? En fait, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui sont universelles. Quand on parle de solidarité, c'est que le problème qui se pose, c'est qu'il y a une perversion de signification de certains concepts. Quand on dit solidarité, par exemple dans une famille, la solidarité, comment elle est perçue dans les sociétés occidentales, ne l'est pas chez nous. C'est vrai que dans les sociétés arabo-musulmanes, il y a une notion de solidarité, ce qu'on appelle tadamun, ta'awun, ta'adud, même dans le Coran, l'ahadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on incite ce qu'on appelle la notion de solidarité. Sauf que le problème, il a été perverti chez nous. Quand on parle de solidarité, vous avez dans une famille de 8 ou 9 personnes, il y a un seul qui travaille, et les autres viennent, ne travaillent pas, ils disent qu'il y a une solidarité. Ça ne fait rien qu'il n'y a qu'un seul qui travaille pour les autres. Oui, les premiers temps, on peut aider quelqu'un, il y a la notion d'entraide. Mais quand ça devient structurel, ça s'installe dans le temps, ou que les autres voient, ça ne sert à rien de travailler, il y a quelqu'un qui travaille pour nous. Ça, il y a la perversion des sens. La notion du travail et du mérite, qui est une valeur cardinale. Quand on parle des sociétés occidentales, les sociétés asiatiques, le travail est une valeur sacrée. Dans l'échelle des valeurs, dans le champ des valeurs, elle est érigée comme la première des valeurs, la question du mérite. Chez nous, quand on dit chez nous, en Algérie ou ailleurs, on a tendance à dévaloriser cette notion de travail. C'est-à-dire que la personne travaille ou ne travaille pas, elle a son salaire. La notion, quand on dit justice, on fait la confusion entre l'égalité et la justice. On est égaux. Mais ça ne veut pas dire qu'on est juste, on est égaux dans les chances, d'accord, mais on n'est pas égaux dans le résultat. C'est-à-dire que malheureusement, et on le dit avec tristesse, c'est qu'il y a une perversion, pas une certaine perversion, mais plutôt une perversion certaine de certaines valeurs, c'est-à-dire la valeur du travail, la valeur de l'équité, la valeur de la justice, la valeur du mérite. Donc, la religion n'y est pour rien. Quand on lit ce que dit le Coran, Dieu sait qu'il y a différents sourates et versets qui insistent sur le travail et l'effort. Quand on lit ce qu'a dit le prophète sur la notion du travail et de l'effort, c'est que chez nous, on a perverti ce sens. Autre chose qui est très important, le rapport à la loi et à la justice. Il y a cette notion d'impunité. Les lois sont faites pour arbitrer entre les humains. C'est-à-dire quand quelqu'un commet un crime, commet quelque chose, un délit, il est justiciable. Mais cette notion de perversion du pardon, le pardon c'est une valeur certes. La tolérance, la clémence c'est une valeur certes. Mais on a tendance à faire en sorte que cette notion de valeur devienne une règle générale, que la personne qui fait une entorse à la loi, on doit lui pardonner automatiquement sous prétexte que Dieu dit « Afallahu amma salaf ». Voilà, c'est-à-dire que le problème quand on parle de valeur, c'est-à-dire qu'il y a une perversion du sens et un mauvais usage du sens des valeurs. D'accord. Donc en fait, il ne s'agit pas de faire cette
La rupture dont parlent certains. Parce que lorsque j'ai posé la question, souvent on a lié cela à la nécessité de faire dans la rupture, avec tout ce qui est, disons, religieux, et qui a été qualifié parfois d'obscurantiste, d'archaïque. Là, je crois qu'il serait bon, serait sage d'être assez prudent. Quand on parle de rupture, rupture par rapport à quoi? Par rapport à qui? C'est-à-dire qu'il y a certains préceptes, c'est-à-dire qu'on a tendance à rejeter tout sur l'islam. C'est-à-dire que s'il y a de l'extrémisme, l'obscurantisme, le fondamentalisme, c'est à cause de l'islam. Je dis religieux, je ne dis pas l'islam, je dis plutôt religieux. C'est-à-dire que si vous me dites peut-être oui, il y a une lecture, une interprétation dévoyée du religieux, du texte sacré, oui. C'est-à-dire que si on en est actuellement à cette situation où il y a des malentendus, où il y a de l'extrémisme, ou à des moments donnés, il y a ce qu'on appelle ce fanatisme et cette intolérance, c'est que cela dure au fait qu'il y a une interprétation dévoyée du texte sacré. Il y a des préceptes dans l'islam qui sont valables, c'est-à-dire qui sont universels. Intangibles qui sont valables. Reste maintenant aux musulmans de contextualiser certains préceptes, certains textes, et de dire que dans le cadre de la modernisation, dans le cadre de la mondialisation, dans le cadre de l'explosion des nouvelles technologies et tout, et avec la logique et disons, une tendance à vouloir universaliser le modèle libéral, c'est-à-dire que c'est le rouleau compresseur, et le libéralisme, avec tous ses travers, il y a des bienfaits, bien entendu, il y a des travers. C'est à nous, musulmans, de faire en sorte d'aborder le rapport, de négocier ce virage de manière intelligente et de dire qu'il y a des préceptes dans le texte, dans l'islam, dans le Coran et dans la Sunna qui sont valables et qu'on pourrait les utiliser et les appliquer pour faire face à ce rouleau compresseur de la mondialisation et du libéralisme. Vous êtes d'accord avec ce que dit M. Delis? D'autant que c'est vrai qu'il y a même pour s'entendre sur ce qui est intangible de ce qui est changeable, de ce qui peut changer, on n'est pas d'accord. Avec la pluralité des écoles et des différentes tendances, on ne sait plus à quel sens se vouer. Je pense que le fait qu'il subsiste dans une société quelle qu'elle soit une marge on va dire, de discorde, peut-être pas la discorde, mais de divergence sur certains concepts ou sur l'interprétation de certaines choses, c'est tout à fait humain. Et ça ne peut que concourir justement à la diversité, au fait d'admettre qu'il y ait des différences, qu'on ne peut rien faire pour changer ce type de situation. Maintenant, sur le plan religieux, quand on n'a pas encore compris, par exemple, à quoi sert le culte, quand on n'a pas une idée bien précise des finalités de ce que nous faisons. C'est ce que nous appelons d'ailleurs le maqasid, ou bien les vocations même, des objectifs de cette loi canonique, religieuse, cultuelle, appelez-la comme vous le voulez. Si vous ne savez pas que le fait de prier devrait vous amener à vous accomplir en tant qu'être humain, la religion elle-même ne vous servira plus à rien. حان موعد أذان صلاة العصر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الصلاة على وقتها رواه البخاري. اطلعوا على أحوال الطقس مع موبيليس.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. اطلعوا على أحوال الطقس مع موبيليس. De l'autre côté, quand on va débattre, vous avez tout à l'heure évoqué, en parlant de la modernité des problèmes qui se posent, vous avez parlé de l'émancipation de la femme. D'accord, parlons-en. Sauf que, est-ce qu'on va parler d'égalité de sexe ou d'égalité de genre? Est-ce que quand nous allons parler des problèmes qui se posent, est-ce que nous allons faire la part des choses entre nature et culture? Parce que le problème est que les choses sont en train de s'étudier dans une optique idéologique bien déterminée. On ne laisse plus de place à la nature, alors que scientifiquement parlant, au niveau même des neurosciences, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir secouer toutes ces idéologies concernant l'émancipation de la femme. Et puis, comment convaincre la femme, par exemple, de se prendre en charge, de s'émanciper elle-même? Vous comprenez? Nous sommes dans des sociétés où tous les intervenants pensent être détenteurs de la vérité absolue. Ça n'est pas le cas. C'est pour cela que là où nous avons le plus réussi, dans certains petits projets que nous avons pu mener conjointement avec d'autres spécialités, c'est là où tout le monde a écouté l'autre et où tout le monde est sorti avec une idée qui semblait être le plus juste. Ce n'était pas une question de compromis. Je te donne ci, tu me donnes ça, vous faites la moitié du chemin, j'en fais l'autre moitié. Non, c'était vraiment, on discute, on met tout sur table et on ne fait pas cette politique de la table rase. Parce que tous ceux qui parlent beaucoup de gens me parlent de rupture avec le passé. Alors c'est bien beau, vous avez des juristes au lieu de prendre le passé comme une expérience. L'expérience japonaise, elle n'est pas la seule. La Corée du Sud, tous les pays qui ont réussi, la Malaisie, même les pays musulmans, l'Indonésie, qui ont réussi, n'ont pas fait de rupture avec leur passé. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, dans un pays comme l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc, vous avez des illuminés qui viennent vous parler de la rupture. Ah oui, on vous parle de l'obsolescence, par exemple, de la charia. Elle ne sert à rien. Et cette même personne qui vous parle n'hésite pas, pour faire étalage de ses connaissances, à utiliser des maximes juridiques du droit romain, par exemple. Pour le petit musulman que je suis, Rome est un symbole de la décadence, de la démesure, du chaos, de l'anarchie, de tout ce que vous voulez. Moi, quand vous me citez Rome, j'ai Caligula qui me revient dans la mémoire. Donc, ce ne sont pas... Je suis très très loin de pouvoir utiliser cela comme des référents. Donc, sous quel angle voudrions-nous étudier tout cela? Il y a ce qui est bien dans les différentes disciplines, c'est que dans chaque discipline, vous avez un problème social, vous allez fatalement, que vous le vouliez ou non, devoir faire appel à l'historien, à l'anthropologue, au sociologue. Vous ramenez un spécialiste en religion, un spécialiste du droit canon qui va aussi pouvoir donner un avis. Ce qui est bien, c'est que dans chacune de ces disciplines, pour peu que vous laissiez votre idéologie de côté, parce qu'on a tous un background dont on n'arrivera jamais à se défaire, quoique dans un dialogue, il faut quand même, il faut un minimum d'objectivité. Chaque science a ses règles, ses fondements, et si, pour peu que l'on agisse selon ce qui sied à la rigueur scientifique même, on peut trouver des solutions. Dans nos sociétés, nous ne sommes pas encore dans ce modèle. L'Europe, vous avez une Europe, une majorité écrasante qui fait dans la mondialisation, mais il n'en demeure pas moins qu'en Europe, vous avez des voix qui s'élèvent ça et là et qui ont une certaine puissance et qui s'opposent à tout ce système et qui apportent ce qu'on pourrait qualifier de controverse, c'est-à-dire on vous donne le contre de ce que vous êtes en train de balancer sur les médias lourds. Tout ça, ça ne pourrait que profiter à l'homme de masse, parce qu'il va
fatalement faire la part des choses entre ce qui se dit d'un côté comme de l'autre. D'accord, sauf que cet homme de masse, cet Algérien, ce tout un chacun, il est confronté aujourd'hui à une société qui est en train de se construire ou de se reconstruire, tout dépend où on se situe dans le temps, mais en tout cas, dans cette construction-là, je ne sais pas, vous aimez peut-être le terme de compromis, je pense que la question de trouver une solution ne peut intervenir qu'en trouvant un compromis. Alors, ce compromis-là, il est nécessaire sous peine de voir cette société-là qui est en train de se donner comment dire, un caractère, sous peine de l'avoir happé par des cercles sombres, hein, on ne peut pas savoir. Sinon, qui va pouvoir penser cette société-là? Qui doit la penser? Écoutez, cette question vous est posée à tous. Là, je dirais que... Et est-ce qu'il n'est pas aussi intéressant, d'abord, qui va penser cette société-là, oui, en prenant en compte aussi que, quand vous dites historien, sociologue, etc., oui, chacun de ces personnes-là aura une tendance idéologique. Oui, c'est justement... Donc, franchement, il faut vraiment réfléchir la nécessité, à qui... Attendez, oui, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, justement, de trouver peut-être une nouvelle conception de la modernité, pourquoi pas, qui nous siérait à nous? Non, même, écoutez, même la modernité à l'européenne, je ne suis pas forcément contre parce qu'elle me plaît sous certains angles. Mais pour trouver justement qui peut faire ça, c'est le politique qui sent réellement qu'il est au service de la nation et non le maître de la nation, ce qui n'est pas le cas dans tous nos pays. C'est l'homme, c'est le spécialiste en sciences religieuses qui vient avec sa science et un nom en tant que représentant de Dieu, parce que même si vous êtes grand moufti, même si vous êtes Amir al-Mu'minin fil hadith, vous n'êtes pas ministre de Dieu dans le culte musulman. Nous n'avons pas cette fonction ou cette qualité. Or, il se trouve que beaucoup d'icônes du monde religieux s'autoproclament pratiquement en tant que représentants de l'Éternel. Nous ne sommes pas sortis du clergé catholique ou du Sanhédrin juif. C'est la même chose. D'un autre côté, ces spécialistes en sciences humaines qui sont dans la sociologie, l'anthropologie ou l'histoire et la psychologie, la psychanalyse et la psychiatrie, tout ce qui fait les neurosciences à l'heure actuelle, ces gens-là aussi devraient aborder ces questions avec tout le monde, non pas en tant que supérieur, oui, moi je réfléchis comme les autres, qui maoulad Sidna Isa, comme nous le disent certains. Non. Si vous voulez apporter vraiment votre contribution, il va falloir mettre sur la table votre propre science et non vos préjugés. Je me souviens, il y a une anecdote, une fois Ibn Battis a rencontré des lettrés formés dans l'école française, formés, je dirais même, dans le moule français. Il leur a dit, écoutez, vous aurez beau avoir tous les diplômes possibles et imaginables, en fin de parcours, vous n'êtes que des représentants de ce peuple de sauvages, ou de ce que vous considérez comme sauvage. Si maintenant l'homme de science dans nos pays n'aspire pas, ou bien n'œuvre pas à ce que tout le monde devienne comme lui, là aussi, cet homme de science, sa science, elle ne va pas beaucoup servir, puisqu'il va venir ou vouloir imposer une sorte d'hégémonie intellectuelle sur le reste. Donc, c'est... Honnêtement, moi, vous savez, le pôle religieux, il est trop sollicité dans ce pays. On est sollicité par moments pour des questions. Il m'arrive de recevoir des invitations. Je leur dis, je n'ai pas de compétences en la matière. Je ne peux pas venir parler de tout et de n'importe quoi. Non, nous, on voudrait juste ra'idin fil mas'ala. Mais la religion n'a pas forcément un avis à vous donner là-dessus. Agissez selon ce qui est utile, bon, beau et bien, tout simplement. Tout simplement. Non, les gens vous disent là, nous aimerions bien savoir alors que peut-être trop de questions, ça nuit à... C'est ça le problème. À la religion. Mais il y a des gens, honnêtement, hein, il y a des gens que je connais qui seraient prêts à aller en Chine pour discuter de choses qui n'ont aucun intérêt. Oui, nous sommes allés pour donner un éclairage religieux. Ah bon, un éclairage religieux? C'est ça, c'est un dilemme. Donc, je parle pour le pôle religieux. Quand on va discuter de quelque chose, on va discuter avec des gens qui ont eux aussi leur science,
qui peuvent apporter un plus et qui peuvent avoir un avis prépondérant sur la religion ou sur le mufti dans le domaine qui est le leur. Très bien. Professeur Kchad, donc qui est habilité à justement penser la construction de cette société-là, qui est à la recherche d'elle-même? Je ne pense pas qu'elle est à la recherche d'elle-même. Bon, c'est un constat, mais c'est une société qui a toute une histoire. Comment est-ce qu'elle va valoriser son histoire dans le présent? C'est ça la question qui se pose. Il y a les repères, c'est-à-dire il y a tout un cadre de référence historique qui existe. La Révolution, à partir de la Révolution, on peut tirer beaucoup de valeurs. Comment intégrer ces valeurs dans, par exemple, le système éducatif, le projet de société dans son ensemble? Est-ce qu'on le valorise ou non? Bon, elle a ses savants, ses hommes de lettres, etc. Est-ce qu'ils sont valorisés dans le... Pour un exemple, Malik Ben Nabi, est-ce qu'actuellement il figure dans les, par exemple, bon, je prends par exemple Ibn Khaldoun. C'est cette question qui se pose. Les références sont autres. Voilà, la rupture déjà, à mon avis, elle est déjà faite. Elle est faite par qui? C'est clair, elle est faite par qui? Par ceux qui décident. Par exemple, qu'est-ce qu'on met dans les manuels, le programme, c'est quand même. C'est clair. Donc la question qui se pose, c'est à partir de là que je pense la problématique pourrait être traitée. C'est que revaloriser l'histoire et la repositionner dans un cadre stratégique pour construire cette société sans la détacher de son passé. C'est dangereux de dire que la société n'a pas une histoire, alors que, par exemple, d'autres sociétés, par exemple comme la société américaine, bon, qu'est-ce qu'elle a comme histoire? Mais elle a su comment construire sa propre... et la valoriser. Oui, lorsque vous allez visiter, par exemple, les musées, les étudiants, les élèves de primaire, obligatoirement, doivent passer, par exemple, durant les vacances, dans les musées avec leurs enseignants pour enseigner l'histoire, mais pas de la manière traditionnelle. Non, c'est-à-dire il inculque les faits historiques dans l'esprit de chaque enfant américain. Nous, qu'est-ce qu'on fait avec notre histoire? C'est ça la question qui se pose. Nous avons toute une histoire. J'imagine mal que cette histoire ne pourrait pas apporter un plus à présent. Bien évidemment, l'identification actuelle. Les jeunes, ils s'identifient. Lorsqu'il y a un vide, la question se pose. Grand vide. Bon, si la société n'arrive pas à donner des modèles d'identification à la jeunesse, donc là, la nature a horreur du vide. Je voudrais juste revenir aux États-Unis. Vous savez, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aller dans une toute petite ville, vous allez trouver un musée. Oui. Le musée, il a été créé par une personne qui a rassemblé des faits, des choses qui relatent des faits. Ce qui est bien, c'est que c'est valorisé par la communauté. Oui. Nous, actuellement, dans un pays comme l'Algérie, vous pourriez ramener des gens qui vont parler, par exemple, le transport, par exemple, en commun. C'est un service public. Le fait qu'il y ait, par exemple, d'évoquer un transport public gratuit pourrait choquer certains décideurs dans ce pays. Alors que, normalement, quand on étudie bien les choses, la circulation au quotidien, les embouteillages, ce que ça coûte, si on budgétise tout ça, vous pourriez le donner à des gens qui sont dans le domaine, dans le champ décisionnel, ils pourraient ne pas bien interpréter la chose. Et là aussi, il y a votre background scientifique, votre 30 secondes science. pour donner la dernière parole à M. Cherif Driss. L'avis du pôle politique. Enfin, politologue plutôt. Oui, en fait, quand on politologue. parle, à qui incombe la mission de débat parlementaire, c'est en rapport avec le projet de société. Dans quelle société voulons-nous vivre? C'est ça la question qui se pose. Quand on parle de projet de société, ça veut dire qu'il va falloir faire des arbitrages. Des arbitrages entre les référents, entre les normes, entre les valeurs, l'arbitrage entre le passé et le présent. C'est vrai que c'est un travail très complexe. Dans les sciences sociales, les sciences humaines, on est en pleine dynamique de complexité. On est en plein, ce qui implique une certaine interdisciplinarité, pluridisciplinarité. Ce n'est pas l'affaire du sociologue, de l'anthropologue, le politologue, l'économiste. Tout le monde doit travailler dans le cadre d'une intelligence collective. Et il faudrait, je pense, à mon sens, ce qui nous manque chez nous, c'est ce qu'on appelle cette éthique de la discussion. D'arrêter d'altériser les rapports, de dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes forcément contre moi. Et que là, c'est-à-dire que moi, j'ai un background, je peux apprendre de vous comme vous pouvez apprendre de moi. Donc il faudrait, à mon sens, c'est-à-dire
faire en sorte qu'on s'entende sur le projet de société, sur les référents. Très important. C'est-à-dire que cela se passe uniquement par la socialisation au niveau de la famille, au niveau de la mosquée, avec les médias, au niveau de l'école. Quelle devrait être, comment doit-on mettre en valeur, c'est-à-dire sublimer et valoriser notre histoire, c'est-à-dire notre patrimoine, notre histoire, et plus important encore, comment ce qu'on appelle faire cette conscience de soi. Qui sommes-nous? C'est quoi être algérien? Et quels sont nos référents identitaires? Et je crois que c'est un travail qui demande la mobilisation de tous les efforts. Et cette mobilisation doit se faire par une valeur très importante qui est l'humilité. C'est-à-dire apprendre à travailler en commun, que dès que c'est l'intelligence collective, c'est celle qui nous permettra d'arriver à s'entendre ce qui est bon, ce qui est socle de valeur et ce qui nous lève. Merci à tous et on se retrouve juste après ce très beau reportage de notre collègue de Canal Algérie, Samia Boualour, sur l'écologie et la sauvegarde de nos villages. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude, à Ain el-Hammam plus précisément, et à environ 50 km de Tizi Ouzou. Ici, l'indépendance économique reste un rêve difficile à atteindre pour les femmes peu qualifiées et c'est pour cette raison que AMCED et APAM ont décidé de les soutenir à travers plusieurs projets, notamment le recyclage textile. L'environnement pose un sérieux problème en Algérie parce que c'est désolant. Des fois, tu marches n'importe où et tu trouves là, des déchets qui traînent un peu partout dans cette belle nature, notamment dans le Djurdjura, la région où on a créé ce projet de recyclage. Du coup, on s'est dit, c'est dommage qu'il y a ces déchets un peu partout, or que ces déchets peuvent être des ressources. Et du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas innover, transformer ces déchets, leur donner une valeur économique, c'est-à-dire les recycler, les customiser, et ensuite les revendre, et puis créer de l'emploi. Parmi les objectifs de l'association, c'est l'insertion socio-professionnelle des femmes au foyer, pour justement à un certain moment acquérir un revenu. Nous, ce que nous avons fait à travers ce projet, on a essayé de leur attribuer un espace au sein de l'association. On leur a ramené les outils de travail, les machines, etc. On leur a offert un espace, la boutique que vous avez visitée tout à l'heure, c'est pour faire un espace d'exposition et de vente. Et à travers notre réseau aussi, ici en Algérie et en France, essayer de commercialiser les produits qu'elle fabrique ici. Plus de 70 recycleuses ont été formées dans la couture, broderie et autres et travaillent désormais quelques heures par semaine dans ces locaux modestes. Elles peuvent ensuite vendre leurs créations sur les marchés de Tizi Ouzou et en France. Le premier but, c'est déjà la protection de l'environnement, former des femmes. En même temps, créer de l'emploi pour les femmes au foyer. Le grand but, لازم احنا نعرفوا قيمة الخدمة تاعنا ماشي الناس اخرين يعرفوا قيمتها خير منا. هذا هو البروبليم. دونك معليش كي au contraire كي تشوفي البرودوي تاعك في فرنسا dans une boutique au marché de Noël et tout, c'est une fierté quoi. Une opportunité pour les femmes déjà, pouvoir faire quelque chose pour soi. Être peut-être libre, genre on peut être utile pour quelque chose, pour la maison, pour l'environnement. Un travail à la perfection, des pièces originales et des échos positifs de Strasbourg encouragent de plus en plus les recycleuses du Djurdjura. Nous accompagnons les éco-couturières du Djurdjura, puisque éco, c'est en lien avec la nature, puisqu'elles prennent des matières donc, qui sont recyclées. Et donc elles sont soit en apprentissage, soit on cherche à développer les compétences qu'elles ont déjà, à savoir les spécialités qu'elles ont, la broderie, certaines brodent magnifiquement bien. Et ces broderies-là ont beaucoup de succès en France. Cette recyclerie créative assure à toutes ces femmes qui habitent dans les zones rurales une bonne insertion socio-économique et un épanouissement qui va certainement les pousser à atteindre des objectifs qui étaient autrefois impossibles. Et au téléphone avec nous, M. Wild Brahim Wamer. Salam alaikum, vous êtes le président de l'APAM, l'association pour l'agriculture de montagne. Vous faites de la récup, mais vous avez réussi à créer des emplois. Effectivement, madame. Racontez-nous cette expérience. Tout d'abord,
Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation et l'occasion que vous nous donnez pour intervenir auprès de votre chaîne de télévision. Et je salue aussi les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Effectivement, comme nous sommes une association APA, Association pour la promotion de l'agriculture de montagne, qui est créée en 2015 et qui a un statut de wilaya. Comme elle active principalement donc l'agriculture de montagne et la protection de l'environnement. Dans la protection de l'environnement, nous avons pu faire quand même un projet qui s'intitule donc l'insertion des femmes dans le cadre de recyclage de déchets textiles. Donc on a essayé de créer de l'emploi pour les femmes. Et comment qu'on a fait? Donc, on a essayé d'abord d'insérer et d'installer un atelier au niveau de l'association, c'est-à-dire qui contient les moyens de production, c'est-à-dire les machines de couture, etc. Nous avons le local, nous avons la boutique, etc. Et nous avons identifié les femmes qu'il fallait prendre. Donc, au début, nous avons formé quand même une soixantaine de femmes. Et maintenant, on est resté avec 8 femmes qui sont maintenant presque salariées de l'association. Donc, c'est-à-dire, elles sont permanentes en quelque sorte. J'espère que ça va perdurer, ça va être pérennisé. Voilà. Oui, Allah Ibarak. Et votre premier cheval de bataille, donc, c'est d'aider les paysans. Alors, comment cela se traduit-il sur le terrain? Madame, je vous entends mal. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Je vous ai dit, votre première action, la plus importante de votre association, c'est d'aider les agriculteurs. Effectivement, effectivement. Je vous donne par exemple un chiffre. Au début, nous avons créé ce que nous appelons les ruches écoles, c'est-à-dire l'élevage des abeilles. Là. Nous avons donné plus de 100 ruches au profit de 18 personnes, dont 16 sont des femmes. Vous imaginez, et cela, nous les avons accompagnés en formation et en encadrement au sein de l'association et même sur le terrain. C'est essentiellement à Aïn el-Hammam? Oui, à Aïn el-Hammam, mais ce n'est pas à Aïn el-Hammam ville. On a touché pratiquement toutes les daïras de Aïn el-Hammam. On a réparti équitablement en fonction des régions. Chaque région lui a attribué 1, 2 ruchers écoles en fonction des années. Puisque ça a duré quelques années qu'on faisait cette opération. Voilà. C'est facile pour le financement? J'imagine que ce n'est pas évident. C'était essentiellement un financement qui est du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le Développement, qui nous ont financé 5 ruches et écoles. Aussi, l'association AMSED, qui est une association de migrants algériens, Solidarité et Développement de Strasbourg, en France, qui ont aussi contribué à financer les différents ruches et écoles. Voilà. D'accord. Et quel impact cela a eu sur votre village notamment? L'impact, c'est que d'abord, nous avons touché l'élément féminin au maximum, puisqu'auparavant, c'était les hommes qui travaillaient dans l'agriculture et essentiellement dans l'apiculture. Donc, on a un petit peu décoincé cet élevage. Nous avons essayé d'introduire les femmes dans cette discipline. Puis, comme à quelques années, puisque c'est un élevage qui est rentable presque tout de suite l'année d'après, donc les femmes quand même ont pu percevoir les dividendes de ce micro-projet, c'est-à-dire vendre du miel, faire peut-être des dessins, sinon la consommation personnelle, donc ça leur a permis de diversifier aussi les produits de la rue. Voilà. Et une dernière question seulement, est-ce qu'il n'y a pas eu quelques difficultés justement pour créer ces projets-là? Pour les ruchers écoles, il n'y en a pas de difficulté, mais pour la recyclerie, si, parce que nous avons les points forts de ce projet. C'était le recyclage, donc c'était une idée novatrice. Oui. Mais pour la commercialisation, c'est-à-dire les gens n'ont pas eu l'habitude de récupérer les vêtements usagés, sinon nous on n'a pas cette culture de voir un vêtement customisé, c'est-à-dire on lui donne une deuxième vie et il se voit moins. Donc nous, ce que nous avons fait, nous avons ouvert notre atelier à toute la couture. Nous faisons par exemple des combinaisons pour les travailleurs, nous faisons les combinaisons apicoles pour les gens qui font l'apiculture, nous faisons pas mal de kimonos pour les sportifs, etc. C'est pour divers.